cette grandeur physique, elle peut être mécanique, thermique, électrique, magnétique, radiation, chimique et biologique. Ça, c'est une classification internationale. On voit ici que vous avez 6 domaines, mécanique, thermique, électrique, magnétique, radiation, chimique. Le domaine biologique, attention, ne pas faire cette confusion parce que vous allez faire un module sur les capteurs, les biocapteurs, ce qu'on appelle les biocapteurs. Bon, il y a une confusion qui se fait dans ce domaine, dans les capteurs biologiques, ce qu'on appelle communément les biocapteurs. Qu'est-ce que ça veut dire un biocapteur? Je reviens vers les autres, hein, pour ne pas faire l'amalgame. Il y en a qui confondent les capteurs biologiques avec les capteurs du génie biomédical. Et ça, c'est faux. Hein. On va s'expliquer sur cet aspect. Donc, le système qui permet donc de traiter le signal de capteur, le capteur, on a dit que vous pouvez avoir un capteur actif ou passif. La différence, elle est fondamentale. Le capteur passif, généralement, c'est une impédance qui varie en fonction de la grandeur mesurée. Ça veut dire quoi? L'impédance, ça peut être une résistance. C'est le cas des jauges de contrainte, des résistances thermiques, comme la thermistance, comme la sonde de platine, etc. Et vous pouvez avoir une self. Pourquoi impédance? On peut avoir une self-capteur, ça veut dire ce qu'on appelle capteur à effet magnétique, c'est-à-dire une self qui se comporte comme un capteur. On peut mesurer avec le comportement d'une self. On peut avoir des capteurs de position, des capteurs de rotation, de vitesse, en utilisant seulement l'effet selfique. Par exemple, beaucoup de capteurs dans l'industrie utilisent des capteurs de proximité. Capteur de proximité, ça veut dire que c'est une détection. C'est une détection d'objets. Hein. Donc, vous avez par exemple, dans les systèmes industriels, des systèmes, des convoyeurs, et des fois, on utilise beaucoup de capteurs de proximité pour détecter des objets, etc. Et donc, pour cela, on utilise des capteurs de proximité magnétiques. Donc, ils utilisent une self. Et on utilise aussi des capteurs de proximité capacitifs. Ça veut dire qu'ils utilisent une capacité. Donc, ils utilisent le champ électrique, alors que le premier utilise le champ magnétique. Donc, pour détecter des objets. Et donc, on peut utiliser soit la capacité, soit la self, soit la résistance pour mesurer des paramètres physiques. Voilà, ça c'est le principe du capteur passif. Le capteur actif, c'est quoi un capteur actif? Il faut bien mémoriser ça. Le capteur actif, c'est un générateur d'énergie. Il est actif. Il génère de l'énergie à partir de quoi? À partir de la grandeur physique. À partir de n'importe quelle grandeur physique, il génère de l'énergie. Exemple, le thermocouple. L'autre fois, dans le TP, ceux qui ont fait le TP, ils ont fait la thermistance. La thermistance, c'est un capteur passif. Cette thermistance, il fallait l'alimenter par un courant pour qu'on puisse extraire l'information température. Par contre, un thermocouple dans l'industrie, il donne une tension directement, elle n'est pas fonction, elle n'est pas proportionnelle, elle est fonction de la température, parce qu'elle est non linéaire. Bon, attendez, je donne l'accès à ce... Voilà. Bon, j'espère que le son elle est bien, l'image elle est bien. Donc, j'espère que tout est correct. S'il y a un problème, vous m'avisez. Hein? Donc, est-ce que vous voyez le pointeur laser? Vous le voyez le pointeur? Hein? Oui, monsieur. Très bien, d'accord. Et donc, le capteur actif, j'ai donné l'exemple du thermocouple. Le thermocouple, c'est un capteur actif. Il délivre une tension qui est générée à partir de la température. C'est une pile. Un thermocouple, c'est comme une pile. D'ailleurs, on utilise dans certains pays, comme en Hollande, ils ont des panneaux solaires qu'ils n'utilisent pas, c'est-à-dire le système photovoltaïque classique, c'est-à-dire des cellules solaires. Ils utilisent des thermocouples, une batterie de thermocouples.
Et par effet thermique, il chauffe le panneau et cette chaleur, elle est transposée en énergie électrique. Donc, comment générer de l'énergie? Donc, comment générer de l'énergie? Il y a plusieurs manières comment générer l'énergie. Mais ici, on est dans le domaine des capteurs. Donc, capteur actif, vous avez l'exemple du thermocouple. On peut parler, par exemple, de l'électrode APH. Vous connaissez l'électrode APH pour mesurer le pH. Qu'est-ce que c'est que ça? Le capteur de pH, par exemple, génère une tension qui dépend de la concentration des ions à l'intérieur d'une solution aqueuse, par exemple. Par exemple, on peut mesurer, dans l'industrie, on mesure énormément le pH. Ah, celui qui a l'industrie du shampoing, par exemple, il doit mesurer le pH. Le pH d'un shampoing ne soit pas, il ne faut pas qu'il soit supérieur à 7, parce que ça devient une solution basique et c'est dangereux pour les cheveux. Donc, la mesure exacte du pH du shampoing, par exemple, dans le domaine cosmétique, hein, dans l'industrie, c'est très important. Donc, on a une panoplie très grande de capteurs. Vous avez les capteurs mécaniques, il y en a des tas. Donc, il y en a beaucoup de capteurs mécaniques. On peut mesurer la position, la vitesse, l'accélération, la force, le débit, etc., etc. Il y en a plusieurs types de capteurs mécaniques et ils représentent un grand marché dans le domaine industriel parce qu'ils sont partout, les capteurs mécaniques. Les capteurs thermiques aussi, ça mesure la température, ça peut mesurer donc des vitesses de vent, donc des vitesses donc de débit gazeux, des transferts thermiques, etc. Donc, ils sont très, très utilisés dans le domaine industriel et public. Ah, le climatiseur, il ne peut pas fonctionner sans un capteur de température, un climatiseur. Un chauffage central ou des chauffages d'une manière générale, il y a toujours un système de mesure de température qui permet la régulation de la température. Dans le domaine véhicule, hein, donc dans le domaine véhicule, on mesure la température. Ce n'est pas seulement la température qui est affichée sur le tableau de bord, ça c'est la température de l'environnement. Généralement, à l'intérieur du compartiment moteur, vous avez des capteurs de température, comme les capteurs de température du liquide de refroidissement. Hein. Donc, vous avez un liquide de refroidissement dans les moteurs qui permet donc de stabiliser la température moteur. Et cette température, elle est mesurée par un capteur. Donc, les capteurs électriques, quelqu'un va poser le problème, c'est quoi un capteur électrique? Hein? Parce que le but du capteur, c'est de transposer une grandeur physique en grandeur électrique. Eh bien, quand on dit capteur électrique, qu'est-ce que ça veut dire? Attention, capteur électrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mesure des grandeurs électriques avec des capteurs. Quelle grandeur électrique? Le courant, la tension, la puissance, etc. Je donne un exemple. Mesurer un courant dans une ligne de transmission, de transport d'énergie. Hein, vous avez donc dans la haute tension, quand on transporte de l'énergie électrique, bien sûr, entre des stations et à partir d'une station, on transporte de l'énergie, on utilise de la haute tension. Et donc, si on veut mesurer, par exemple, un courant d'une ligne haute tension, moyenne tension ou même basse tension, on ne peut pas couper le fil. Donc, on utilise des capteurs. Hein, on utilise des capteurs. Généralement, c'est des capteurs à effet Hall qui mesurent le courant. Ces capteurs sont très, très utilisés dans le domaine du solaire, dans la production d'énergie renouvelable, surtout le solaire. Quand vous produisez de l'énergie solaire, le courant, vous avez un courant qui sort hein, à partir du panneau, vous avez une énergie, et généralement le courant, il est mesuré pour contrôler donc des systèmes, ce qu'on appelle les convertisseurs. Donc, ils ont besoin de cette information courant pour faire la bonne conversion.
Les capteurs magnétiques qui sont aussi très utilisés, capteurs de champ magnétique, de perméabilité, etc. Hein, le champ magnétique, par exemple, dans un scanner IRM, on a besoin de mesurer le champ magnétique. Les radiations, vous avez plusieurs types de radiations. Là, c'est un grand paquet. Les capteurs de radiation. Pourquoi radiation et ne pas optique? Attention, c'est très important parce que quand on dit capteur de radiation, c'est pas seulement dans le spectre visible. Très, très important. Parce que quand on parle de radiation, ça veut dire que c'est dans un spectre électromagnétique. Et généralement, quand vous dites le capteur qu'on utilise usuellement, les capteurs optiques, hein, les photodiodes, les phototransistors, ce qu'on utilise en électronique, généralement, c'est des capteurs. Les caméras utilisent donc des photodiodes. Euh, les caméras donc les caméras des portables, etc. Tous les caméras, c'est une matrice de photodiodes intégrée. Et donc, c'est des caméras qui travaillent dans le visible. Attention, dans le visible. Et souvent, on a besoin de caméras ou de systèmes de détection électromagnétique non dans le visible. Par exemple, si vous êtes dans l'infrarouge, on utilise des capteurs infrarouges. Et donc, c'est dans cette gamme radiation, capteur infrarouge, vous êtes dans le spectre infrarouge, vous avez 4 bandes. Vous avez la bande 1, 2, 3 et 4. Par exemple, si on travaille dans la bande 4 infrarouge, hein, parce qu'on peut trouver des capteurs infrarouges, attention, sur le marché, on peut les trouver, mais c'est des bandes. Et souvent, ils travaillent dans la bande 1. On peut acheter des caméras infrarouges, c'est dans la bande 1. Mais si vous achetez une caméra ou un capteur qui travaille dans la bande 4, ça peut être dans l'interdit, parce que ça, c'est du domaine militaire, et c'est très, 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 très difficile d'avoir ce genre de matériel. Hein. Par exemple, un capteur ou une caméra qui travaille dans la bande 4 infrarouge, ça, c'est une stratégie militaire. Donc, ça, c'est un problème de bande. On peut avoir des capteurs de rayons X, on peut avoir des capteurs de rayons gamma, on peut avoir des rayons UV, ultraviolets. Et on peut avoir des capteurs, c'est une nouvelle technologie qu'on appelle les terahertz, des capteurs qui travaillent dans le terahertz. Je pense que vous avez entendu parler d'un domaine nouveau dans le domaine du génie électrique qui s'appelle le terahertz. Qu'est-ce que ça veut dire le terahertz? C'est-à-dire tout système de mesure qui travaille dans le domaine des terahertz. Ça veut dire tera, ça veut dire 10 puissance 12 hertz. Ça veut dire 10 puissance 12 hertz. Gigahertz, c'est 10 puissance 9. Le gigahertz, c'est la téléphonie mobile, les micro-ondes, etc. Ça travaille dans le gigahertz. Ça, c'est les microwaves. Hein. Quand vous travaillez dans le terahertz, vous êtes où? Vous êtes très proche de la bande 4 infrarouge. Voilà. Et donc, vous allez dans les aéroports, dans certains aéroports, ils sont en train d'installer des systèmes de détection terahertz. Ça permet de voir beaucoup de choses. C'est tout pour les trafiquants, etc. Et donc, ça, c'est les terahertz. Les capteurs chimiques, il y en a beaucoup. Donc, attention, hein, radiation, c'est un domaine très, très, très vaste. Juste le domaine. Vous remarquez très, très bien une chose. Hein. Vous faites de l'instrumentation, vous faites des capteurs avec M. Boukhannous. Mais regarde, si on aborde seulement le capteur mécanique, c'est un domaine. C'est carrément un domaine. Hein. On peut rentrer dans les détails des capteurs mécaniques, c'est un domaine. Les capteurs thermiques, c'est pareil. Les capteurs électriques, magnétiques, radiation, c'est un vaste domaine. Et le capteur chimique aussi, c'est un vaste domaine. Le capteur chimique, on le trouve partout. Pour faire de la détection incendie, il faut des capteurs chimiques. Pour mesurer les différents polluants dans la nature, hein, donc il y a des polluants partout. Hein. Il y a des capteurs chimiques dans les véhicules modernes. Par exemple, les véhicules diesel.
Bon, je reviens. Donc, je parlais des capteurs chimiques. Ah, vous entendez les gens qui rentrent. Hein, donc, il y a un son qui est émis, qu'on entend quand quelqu'un rentre. Bon, ils sont en retard. Donc, les capteurs chimiques. Les capteurs chimiques, j'ai donné l'exemple des capteurs qu'on utilise dans les véhicules. Dans les véhicules, par exemple, on contrôle avec précision. Donc, on essaye. Hein, donc, ils essayent de minimiser les pollutions, les polluants, les particules polluantes dans les véhicules, particulièrement le diesel. Le diesel, il est connu. Oh là là. Voilà. Le diesel, il est très polluant. Et c'est pour cela qu'il y a des recherches encore très poussées pour réduire d'autant plus la pollution émise par les moteurs diesel. Par rapport à l'essence, par rapport au gaz, les moteurs diesel polluent énormément. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle un filtre à particules. Il y a des pots catalytiques, des filtres à particules, etc. Il y a généralement, même les véhicules à essence, ils sont équipés d'une sonde, ce qu'on appelle la sonde Lambda, qui mesure donc, certains paramètres chimiques. Et il y a une réaction avec l'ordinateur pour un contrôle strict de la combustion. Donc, il y a un capteur, hein, une sonde qui mesure un gaz. Donc, cette sonde permet de contrôler exactement la combustion. Et donc, c'est pour cela que les capteurs chimiques sont partout. La détection incendie, on utilise des capteurs chimiques et thermiques. Dans les, comment ça s'appelle? Dans la détection de gaz. Nous, en Algérie, on a un problème hein, donc, de gaz, donc chauffage à gaz qui fait beaucoup de problèmes. Bon, à la rigueur, on peut faire un capteur de CO, un capteur de CO. CO, c'est l'oxyde de carbone, le monoxyde de carbone qui est dangereux pour les humains. Les capteurs biologiques, je ne vais pas en parler beaucoup, hein, les capteurs biologiques, ce n'est pas, par exemple, quand on parle, on dit capteur EEG, capteur électrocardiogramme, ou capteur qui est utilisé pour l'électroencéphalographie, la myographie, etc. Les capteurs qu'on utilise généralement dans ce sens, ce n'est pas les capteurs biologiques, hein, ils s'appellent capteurs biomédicaux. Capteur biologique, c'est en relation avec la biologie. Hein, quand on parle d'enzymes, d'ADN, etc. C'est ça le capteur biologique. On mesure des paramètres biologiques, comme par exemple les enzymes. Les enzymes, c'est un paramètre biologique qui est mesuré par quel type de capteur? Capteur biologique. Quand vous mettez un électrocardiogramme, il y a des électrodes qu'on met sur le thorax pour mesurer l'activité électrique du cœur. Eh bien, ces capteurs, c'est des capteurs quoi? Ce n'est pas des capteurs biologiques, c'est des capteurs chimiques. On en parlera. Donc, vous avez un système qui permet de traiter l'information analogique du capteur, analog signal processing, et vous avez donc cette information analogique, elle est convertie en digital, elle est traitée par un système digital signal processing. Voilà, donc vous avez, faites attention, généralement dans les instruments, vous avez une masse analogique, vous avez une masse digitale. Et dans certains cas, dans le génie biomédical, vous avez une masse analogique flottante. Donc, en sortie, vous avez soit sortie sur bus, radiofréquence, Internet des objets, un affichage digital ou analogique. Bon, la classification des capteurs, généralement, qu'on a énuméré tout à l'heure, on a parlé de capteurs mécaniques. Donc, je répète rapidement. Donc, quand on dit capteur mécanique, c'est déplacement, vitesse, accélération, niveau, contrainte, débit, force, couple, pression, etc. Tous ces capteurs rentrent dans la gamme mécanique, dans le domaine mécanique. Il y en a des tas de types de capteurs. Vous allez dans les véhicules, il y a énormément de capteurs mécaniques. Ah, capteur de vitesse, capteur de force pour le freinage, comment ça s'appelle,
Pour l'ABS, vous avez des capteurs d'accélération. Donc, pour l'airbag dans les véhicules, c'est déclenché par un capteur d'accélération. Généralement, les capteurs d'accélération, dans le monde, les plus sophistiqués qui sont fabriqués par Bosch, hein, donc c'est la fiabilité, c'est un problème de fiabilité. Quand il s'agit de l'airbag, c'est très, très important la qualité et la fiabilité de la chose. Hein. Donc, on doit utiliser des accéléromètres, des capteurs accéléromètres de très grande qualité. C'est le cas de la gamme Bosch. Donc, Bosch, c'est un grand fabricant de ce type de capteurs pour les véhicules. On peut trouver aussi des capteurs d'accélération dans le domaine de l'aviation, etc. Dans les drones, etc. Donc, l'accélération est partout mesurée. Même dans vos smartphones, il y a des capteurs d'accélération. Capteur thermique, donc vous avez la température, la chaleur, transfert de chaleur, l'humidité. Donc, l'humidité, on peut la classer avec le thermique, comme on peut la classer avec le chimique. Parce que c'est une grandeur, elle peut être qui est en relation avec le thermique et en relation avec le chimique. Électrique, donc on peut mesurer des tensions, des courants, des puissances, des charges, des résistances, inductances, capacitances dans le domaine électrique. Dans le domaine magnétique, champ magnétique B, flux d'induction, moment magnétique, perméabilité, etc. Ça, on le mesure. Rayonnement, donc rayonnement, radiation, rayonnement, l'intensité, la phase, la longueur d'onde, la polarisation, la réflectance, la transmittance. Et le chimique, composition gazeuse, concentration ionique, vitesse de réaction, pH, oxydation. Donc voilà les différents domaines des capteurs et chaque domaine représente carrément une spécialité. Hein. Bon, un modèle de capteur très simpliste, donc un modèle de capteur. On peut supposer que le capteur, c'est une fonction de ce type-là. Hein, pourquoi ce modèle? Parce que je veux mettre en exergue certains paramètres pertinents du capteur qui sont importants dans dans le domaine des capteurs. Donc, supposons que vous avez un capteur qui donne un signal, donc Y, soit c'est un signal électrique, dans le cas des capteurs actifs, et il peut être aussi la variation de l'impédance, la résistance, la self ou la capacité. C'est-à-dire vous avez une résistance qui fonctionne du paramètre physique. C'est le cas de la jauge de contrainte. Et donc, vous avez Y qui fonctionne de X. X, c'est la grandeur physique. Et P, hein, donc j'ai ajouté P, c'est pour essayer de gérer par exemple la pression d'un gaz ou d'un liquide. Et ce liquide ou ce gaz, il n'est pas à une température constante. Il peut être à 0 degré, comme il peut être à 20 degrés, à 100 degrés, 200 degrés, peu importe. C'est-à-dire la température de l'élément qu'on veut mesurer, il peut être n'importe. Donc ce capteur de pression peut être sensible en même temps à la pression et à la température. Voilà le problème. Et donc, qu'est-ce qu'on veut mesurer? On veut mesurer seulement la pression. Donc, s'il sera sensible encore à la température, là, c'est un vrai problème. Il va introduire des erreurs. C'est comme un bruit. Parce qu'on parle de bruit en électronique dans le système de mesure. Le bruit vient d'où? Ne vient pas seulement des perturbations électromagnétiques. Hein. Le bruit peut venir, par exemple, de perturbations de paramètres physiques. Vous avez n'importe quel système de mesure, il est à une température de 10 degrés, ou supposons qu'il est à une température de 80 degrés, ce n'est pas la même chose. Hein. Donc, ce circuit risque de ne pas travailler de la même manière. Donc, souvent, s'il y a vraiment perturbation par un paramètre P, on peut faire de la compensation. Et là, c'est du traitement de signal. Donc, si je développe cette fonction, je fais ce qu'on appelle la différentielle de cette fonction. Cette différentielle, vous avez deux paramètres, donc je fais la dérivée partielle par rapport à x, au point x0 par exemple, au point x0, p0, donc à un point particulier de la courbe,
je fais la dérivée de la fonction à deux variables. Donc, je fais ce qu'on appelle la différentielle. Ça, c'est des mathématiques. C'est ce qu'on appelle un développement de Taylor à deux dimensions. Vous avez fait ça en mathématiques. Donc, je fais ce développement jusqu'au second ordre seulement. Et voir qu'est-ce qui en ressort des différentiels. Donc, la première dérivée ici, la dérivée de la fonction par rapport à la grandeur physique x au point x0, va nous donner la sensibilité, ce qu'on appelle la sensibilité du capteur, la sensibilité à la grandeur physique mesurée. La deuxième dérivée par rapport à P, c'est la sensibilité par rapport au paramètre perturbateur P. La dérivée de la sensibilité par rapport à la grandeur physique, elle va nous donner quelle? Elle va nous informer sur quoi? Donc la sensibilité, on va obtenir une valeur. Tout dépend de x. Si cette sensibilité elle est constante dans un intervalle, cette dérivée sera nulle. Et donc le capteur sera linéaire en fonction de x. Si cette dérivée n'est pas constante, ça veut dire que le capteur présente une non-linéarité. La dérivée de la sensibilité par rapport à la perturbation, c'est la non-linéarité par rapport à P. Ça veut dire que la sensibilité, elle est sensible à la perturbation. La dérivée, donc ici, par rapport à P, ici, il y a une erreur ici, une petite erreur ici, c'est... Attendez, je corrige. Il y a quelqu'un qui rentre. Je corrige ici. Donc ici, c'est P. Voilà. Voilà, donc la dérive, donc la dérivée de la sensibilité par rapport à P par rapport à P, c'est la dérive du capteur. Donc c'est la dérive du capteur. Voilà un peu, donc on va parler de la sensibilité. Donc la sensibilité par rapport à la grandeur physique, la sensibilité par rapport à la perturbation, le degré de non-linéarité par rapport à x, le degré de non-linéarité par rapport à p, et la dérive de sensibilité par rapport à p. Voilà. On va donc définir quelques paramètres importants donc, des systèmes de mesure. Donc, l'étendue de mesure. C'est quoi l'étendue de mesure? Donc, l'étendue de mesure. Généralement, l'étendue de mesure, qui est définie ici donc, en bleu clair, il est défini par valeur absolue de la différence entre les valeurs extrêmes d'un intervalle de nomination des indications. Donc, voilà l'étendue de mesure. Ça, c'est l'étendue de mesure en rouge. Les valeurs extrêmes, inférieures et supérieures. Généralement, cette étendue de mesure, elle est inclue dans l'intervalle entre le maximum mesurable et le minimum mesurable. Tout instrument de mesure, tout capteur par exemple, il a un minimum mesurable et un maximum mesurable. Par exemple, je donne un exemple, supposons que vous avez un capteur de température qui peut mesurer entre moins 200 degrés et plus 200 degrés. Ça, c'est le maximum qui peut mesurer le capteur. C'est les valeurs minimum et maximum. Maintenant, on va définir l'étendue de mesure à l'intérieur
Ça veut dire qu'il est à l'intérieur des valeurs minimum et maximum mesurables. D'accord? On va le définir. Qui va définir l'étendue de mesure? C'est le concepteur. C'est le concepteur du capteur, c'est le concepteur de l'instrument. Donc, avec l'instrument, sachant que le capteur il a un minimum mesurable et un maximum mesurable, par exemple, j'ai donné l'exemple, moins 200 à 200, je peux réaliser un instrument de mesure de température qui mesure, par exemple, entre moins 100 et plus 100. Et ce sera l'étendue de mesure. Maintenant, vous avez une deuxième définition, le VIM 4.4, intervalle nominal des indications. C'est l'ensemble des valeurs comprises entre deux indications extrêmes, arrondies ou approximatives, que l'on obtient pour une position particulière des commandes d'un instrument de mesure ou d'un système de mesure et qui sert à désigner cette position. Quelle est la différence fondamentale entre intervalle nominal des indications et intervalle de mesure? En réalité, c'est le même, sauf que intervalle nominal des indications, c'est l'intervalle des indications. Pourquoi indication? Quand on dit étendue de mesure, c'est x max moins x min. C'est deux valeurs extrêmes. C'est un intervalle. Quand on dit étendue de mesure, c'est un intervalle. Par exemple, vous avez un capteur température qui mesure, par exemple, entre 0 et 100 degrés. L'intervalle nominal des indications, on peut avoir, par exemple, un capteur qui donne des valeurs discrètes. Par exemple, il mesure entre 0 et 100 degrés, mais il ne donne pas, par exemple, des valeurs continues. Il donne des valeurs discrètes, par exemple, 0, 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, jusqu'à 100 degrés. C'est des indications. Donc, l'intervalle nominal des indications, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., jusqu'à 100. Mais quand vous dites étendue de mesure, c'est 100 moins 0, donc c'est 100 degrés. L'intervalle, c'est entre 0 et 100. L'intervalle de mesure, donc on donne l'intervalle. Et l'intervalle nominal des indications, c'est les valeurs dans l'étendue de mesure. La sensibilité. Tout à l'heure, on a parlé de sensibilité par rapport à la grandeur physique. C'est quoi la sensibilité? Je pense que vous faites aussi ça avec M. Bournous, mais c'est bien de toujours rappeler, la sensibilité elle est définie par le VIM 4.12, sensitivity en anglais. C'est le quotient de la variation d'une indication d'un système de mesure par la variation correspondante de la valeur de la grandeur mesurée. Ça, c'est la définition du VIM. Donc, c'est la variation de delta Y sur delta X. Delta Y, elle est là. C'est ça, delta Y. Ah, c'est ça, Y, pardon. En rouge, vous avez la courbe du capteur. Voilà, la courbe du capteur. Elle peut être linéaire ou non linéaire. Dans ce cas, elle est non linéaire. Donc, on calcule la sensibilité à un point donné, x0. C'est la pente. Donc, c'est delta Y sur delta X. Et donc, c'est la dérivée de la fonction du capteur par rapport à X au point X0. Donc, si cette dérivée, elle est constante, ça veut dire que le capteur, c'est les constantes en fonction de X, ça veut dire que le capteur est linéaire. Si cette dérivée n'est pas constante, le capteur est non linéaire. Une autre définition du VIM 4.13, la sélectivité. Qu'est-ce que ça veut dire la sélectivité? C'est un paramètre de certains capteurs, pas tous les capteurs. Qu'est-ce que ça veut dire la sélectivité? Généralement, on trouve ce paramètre de sélectivité dans le domaine des capteurs chimiques. Donc, un exemple de la sélectivité est la mesure de concentration dans une solution contenant plusieurs ions. Généralement, quand vous mesurez, par exemple, un paramètre, par exemple, la température de l'environnement, généralement, vous n'avez que la température. Le capteur mesure que le paramètre température. Tout à l'heure, j'ai parlé de la pression. Vous mesurez la pression en industrie, d'un liquide. Eh bien, le paramètre que vous mesurez, c'est la pression. Il peut être perturbé éventuellement par la température. Mais en chimie, c'est encore plus complexe. En chimie,
Si vous mesurez, par exemple, dans une solution que vous avez beaucoup d'ions, vous avez du potassium, du calcium, etc., etc. C'est le cas, par exemple, du sang, par exemple. Le sang humain, blood. Donc, le sang humain, par exemple, vous voulez mesurer un paramètre. Eh bien, dans le sang humain, vous avez beaucoup de paramètres chimiques. Vous avez du glucose, vous avez du sodium, vous avez du potassium, vous avez ceci, cela. Donc, si on veut mesurer un paramètre bien précis dans une solution, cette solution peut être biologique, c'est le cas du sang, elle peut être chimique dans l'industrie, vous êtes dans l'industrie du shampoing, de la cosmétique, etc. Et généralement, dans une solution chimique, vous avez plusieurs ions, donc plusieurs paramètres chimiques. Et vous voulez mesurer un paramètre bien particulier. Eh bien, le capteur, il va être gêné par les autres paramètres qu'on ne veut pas mesurer. Par exemple, vous voulez mesurer la concentration de H+, l'acidité, dans une solution. Et dans cette solution, par exemple, il y a du sodium, du potassium et du calcium. Eh bien, le capteur, il va mesurer la concentration de H+, donc c'est le pH, mais le capteur peut être gêné par les autres. Donc, ils vont introduire des erreurs dans la mesure. Ce paramètre qui permet de savoir quel est le degré de qualité de mesure vis-à-vis de l'ion qu'on veut mesurer, ça s'appelle la sélectivité. Donc, si vous avez fait bien la chimie, hein, que ce soit au lycée ou en université, malheureusement, la chimie a été un peu ôtée du système éducatif de la licence. Et ça, c'est très grave. Moi, j'ai toujours déploré cet aspect-là. Qu'en licence, vous ne faites pas beaucoup de chimie. Et la chimie, elle est très importante. C'est le secret de l'industrie. Hein. L'industrie, il y a beaucoup de chimie. Et même un électronicien, même celui qui fait de l'électronique, du génie électrique, il a besoin de chimie. On va en voir ça. Donc, juste si vous voulez travailler dans le domaine des capteurs chimiques ou thermiques, il y a quelque part un peu de chimie. Hein. Donc, si on ne comprend rien du tout en chimie, ça va être un problème. Donc, il y a une loi qui s'appelle, ça c'est une loi plus complexe que la loi que vous avez fait en chimie. En chimie, vous avez fait le pH, par exemple. Quand vous mesurez le pH, on vous a appris que le pH, c'est le logarithme de la concentration. On vous a appris ça, le logarithme. C'est pour cela que l'échelle des pH, c'est une échelle logarithmique. Quand on trace des courbes de pH, généralement, l'échelle est semi-log. Donc, il y a une forme, une expression mathématique qui s'appelle l'équation de Nikolsky, cette équation, qui donne la tension d'électrode, ISE, électrode, ion, en anglais c'est ion, selective electrode. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ion, c'est ion, selective électrode. Toutes les électrodes qui sont utilisées dans le domaine de la chimie pour mesurer des concentrations ioniques, c'est des capteurs, ce qu'on appelle capteurs sélectifs ou électrodes sélectives. Parce que regardez, le langage, il est important. L'autre fois, on a parlé de langage. Vous avez le langage scientifique et le langage industriel. Quand vous dites, tout à l'heure, l'autre fois dans un cours, précédent cours, j'ai parlé de sonde. On peut dire capteur de température. Dans le domaine industriel, il parle aussi de sonde de température. Sonde de température, c'est un jargon industriel. C'est pareil en chimie. On parle de capteur de pH, mais les chimistes ne disent pas capteur de pH. Généralement, les chimistes en industrie, même dans certains laboratoires, ils disent électrode. C'est exactement l'électrode qu'on utilise en médecine par un cardiologue. Et il met des électrodes sur le thorax pour mesurer l'activité du cœur. Pourquoi électrode? Parce qu'elle mesure des paramètres chimiques. Et c'est pour cela qu'elle est appelée ion selective electrode dans le langage anglo-saxon. Donc, cette tension, l'électrode donne une tension qui fonctionne d'un potentiel qu'on appelle E0, potentiel standard, plus ce paramètre. Donc, R, c'est la constante de gaz parfaite. T, c'est la température du milieu de la solution.
ZA, c'est la charge de l'ion que je veux mesurer. Par exemple, H+, donc ZA est égal à 1. Si vous mesurez du Ca2+, le calcium, ça sera 2. F, c'est la constante de Faraday, fois le logarithme népérien. Si je mets le logarithme décimal, j'enlève le 2,3. Ici, c'est le logarithme népérien. Il peut être logarithme décimal à condition d'enlever le 2,3. Le parenthèse qui est à l'intérieur du logarithme inclut quoi? Inclut la concentration de l'ion que je veux mesurer, AA. Bon, je mets ici A et non pas C. On vous a appris qu'en chimie, on fait C, concentration. Mais en réalité, on parle de concentration que si vous avez un ion, par exemple de A+, vous avez HCl. Dans une solution, vous n'avez que le A+, comme ion mesuré. On peut parler de concentration. Maintenant, si vous avez une solution que vous avez A+, Na+, K+, plusieurs ions dans la même solution, on ne peut plus parler de concentration. On va parler d'activité ionique. Pourquoi? Parce que la concentration, elle peut être variable. Elle dépend des autres ions. Parce qu'il va y avoir interaction entre les différents ions positifs, les ions alcalins. Par exemple, H+, il va réagir avec le Na+, hein, donc vous avez deux charges positives qui vont donc il va y avoir une force répulsive entre les ions positifs. Et cette force répulsive, ce qu'on appelle en chimie des solutions la force ionique, et cette force ionique va modifier les concentrations des différents paramètres. Et c'est pour cela, en chimie, si on rentre en détail, dans la profondeur de ce type de solution, on va voir la concentration va dépendre de l'activité avec des facteurs liés à la force ionique. Donc, je mesure l'activité de A. Et ici, vous avez la sommation des autres ions que je ne mesure pas, multiplié par ce coefficient qu'on appelle le coefficient potentiométrique. Ça, ce n'est pas un exposant, c'est pour mentionner que K, c'est un coefficient potentiométrique de sélectivité. Et vous avez le AB, donc c'est une somme AB, etc., à la puissance ZA sur AB, dans le cas où vous avez que deux ions, A et B. Si vous avez plusieurs ions, l'équation est plus complexe. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'ion, vous n'avez que le A, et bien ce terme, il est nul, zéro. Et ça devient l'équation de Nernst. Elle est très connue comme équation. L'équation de Nernst et l'équation de Nikolsky, cette équation. Donc, ce coefficient, les industriels qui fabriquent les capteurs chimiques, les scientifiques, essaient de mesurer ce coefficient potentiométrique. Des fois, il est difficile de le mesurer, mais on essaie de le mesurer, c'est-à-dire, c'est une caractéristique du capteur. C'est une caractéristique du capteur de l'électrode. Donc, la sélectivité for measurement system, propriété d'un système de mesure, utilisant une procédure de mesure spécifique, selon laquelle le système fournit des valeurs mesurées pour un ou plusieurs mesurandes, telles que les valeurs de chaque mesurande sont indépendantes des autres mesurandes ou d'autres grandeurs, dont le phénomène, le corps ou la substance en cours d'examen. Ça veut dire qu'il y a une interaction. Ça veut dire qu'on veut mesurer que la concentration, l'activité de A. On est gêné par l'activité de B. Et donc, on essaie de concevoir des capteurs avec un coefficient le plus faible possible. Parce qu'il va introduire des erreurs dans le système. Maintenant, comment corriger ces erreurs? Certains cas, ça peut être un travail de recherche même. Parce que les capteurs chimiques, c'est parmi les capteurs les plus délicats, les plus compliqués à concevoir et qui sont très importants dans le domaine industriel. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans le domaine biomédical. Les gens diabétiques, pour essayer de contrôler l'injection d'insuline dans
le sang. Généralement, il y a une courbe. Les gens s'injectent l'insuline à des moments différents de la journée parce qu'ils savent où leur glycémie elle est un peu élevée. Maintenant, si on met un système automatique qui va injecter l'insuline et qui existe maintenant, hein, heureusement qu'il existe, c'est quelque chose de plus ou moins récent, mais qui existe. Hein, on met des patchs sur le patient qui mesurent, donc il y a des systèmes qui mesurent le taux de sucre dans le sang et en même temps, il y a un système qui, soit il dit au patient quelle est l'heure qu'il faut injecter l'insuline, donc il y a un appareil qui indique ça sur le téléphone, sur un appareil, peu importe, ou soit un système automatique qui va injecter l'insuline d'une manière automatique. Donc ça, c'est des systèmes, les chercheurs, surtout donc les pays qui sont développés dans ce domaine, comme le Japon, ils essayent, le Japon il est très très développé dans le domaine biomédical, le Japon particulièrement, le Japon dans le domaine du biomédical de précision, il est très très développé. Donc pour faire de l'injection d'insuline, il faut essayer de minimiser le système en dimension, faire de ce qu'on appelle des systèmes, donc micro-devices, hein, des dispositifs de taille micrométrique. Parce que si vous faites des dispositifs assez grands, bon, pour un patient, il préfère quelque chose de très petit hein, dans son système pour ne pas sentir un peu l'appareillage. Et donc, le Japon, dans ce domaine, il est très, très développé. Voilà, donc on vient de définir donc, la sélectivité. On va passer à un paramètre très important que beaucoup d'étudiants font l'amalgame sur ce paramètre. La résolution. Qu'est-ce que ça veut dire la résolution? Elle est définie par le VIM 414. Donc la résolution, j'ai mis exprès donc, cette image. Donc on voit une image numérique. Elle paraît contenue, mais en réalité, elle n'est pas contenue. C'est des points. Vous avez des points dans une image. La résolution, attention, donc il y a une définition. Pour un système de mesure digital, la résolution se résume dans le quantum du convertisseur analogique digital. Le quantum du convertisseur analogique digital, c'est un composant électronique. Hein, vous connaissez le convertisseur analogique digital. C'est un composant qui transpose la grandeur analogique en grandeur numérique. Et donc, le quantum Q est égal à la tension max mesurable divisé par 2 puissance n moins 1. Le 1 ici n'est pas sur l'exposant, il est en bas. Donc, la résolution elle est définie par la plus petite variation de la grandeur mesurée, plus petite variation de la grandeur mesurée, il faut bien comprendre, qui produit une variation perceptible de l'indication correspondante. Ça veut dire quoi ça? Quand on dit résolution, ce n'est pas seulement dans le domaine de l'image. Hein. Attention, la résolution a une dimension ou à deux dimensions. À une dimension, c'est le signal, c'est le cas des instruments de mesure. À deux dimensions, c'est le cas de l'image. Toutes les images actuellement dans vos portables, la télévision, les systèmes d'imagerie médicale sont numériques, bien sûr. Le numérique, il a beaucoup d'avantages. Néanmoins, donc la résolution, elle va nous indiquer beaucoup de choses. Donc la résolution, définie par le VIM, c'est la plus petite variation, delta X min. Ça veut dire la plus petite variation qui permet d'avoir un signal en sortie du capteur ou du signal de la caméra. Mais en réalité, je vous donne un exemple. Quand vous achetez une caméra, un appareil photo, par exemple, vous achetez un appareil photo numérique. Généralement, ce que vous dites au vendeur, quelle est la résolution de cet appareil? Et vous dites que c'est 8 mégapixels, 12, 16, etc. Mégapixels. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est vrai que c'est une résolution, mais qui ne suit pas le langage du VIM. On dit qu'une caméra, elle est de 8 mégapixels. Ça veut dire 8 millions de points
dans une surface donnée. Plus ce nombre il est élevé, plus la résolution elle est meilleure. C'est tout à fait évident. La définition du VIM ne donne pas cette définition. La définition du VIM, elle donne la plus petite valeur de l'image. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple dans un signal, et dans un capteur, je vais donner un exemple dans l'image. Par exemple ici, je veux, avec un système de mesure, mesurer une force entre 0 kN, plutôt un couple, pardon, entre 0 kN/m, c'est un couple, kN/m et 10 kN/m. La résolution, c'est quoi? Elle est définie par quoi? Quelque part, si le système de mesure est numérique, on ne peut pas mesurer en continu. Il va y avoir des petites valeurs. Donc, supposons qu'à l'intérieur de ce système de mesure, il y a un convertisseur analogique digital. Dans tous les systèmes de mesure numériques, il y a un convertisseur analogique numérique. Ce convertisseur, il peut être de 8 bits, 10 bits, 12 bits, 16 bits, voire plus. Il y a même des convertisseurs actuellement de 28 bits qui sont utilisés en instrumentation. Et donc, c'est une résolution extrêmement grande. Je prends par exemple un convertisseur classique, déjà dans un PIC, dans un microcontrôleur. Vous utilisez Arduino ou le PIC. Généralement, le nombre de bits d'un Arduino ou d'un PIC, 16F par exemple, 877, la résolution, l'ADC ne dépasse pas 10 bits, généralement. Maintenant, si vous voulez vraiment dépasser les 12 bits, il faut utiliser un composant externe. Donc, le nombre de bits, par exemple ici, dans ce cas, 12 bits, je calcule le quantum. C'est V référence, c'est 2 puissance n moins 1. Donc, la résolution définie par le VIM, ici, est égale à delta x min, donc 10 kN/m moins 0 divisé par 4096. D'accord? 4096 qui est 2 puissance n moins 1. Et je trouve 2,44 Nm. Ça veut dire que le système ne mesure pas en dessous de 2,44 Nm. Si le système, par exemple, trouve un couple de 2 Nm, il va donner une indication 0. Il faut que, c'est-à-dire les indications ici seront distants de 2,44 Nm. D'accord? Voilà. Ça, c'est dans le langage du VIM. Dans le langage industriel, la résolution sera égale à l'étendue de mesure, donc divisé par delta x min. Et on va trouver 2 puissance 12, 4095 points. 4095 points. Tout cette étendue de mesure, donc 10 kN moins 0, divisé par delta x min qui est 2,44. Je trouve 4096. Ça, c'est le nombre de points d'indication. D'accord? Nombre de points d'indication. Voilà. Donc, j'espère que ça, c'est un exemple. C'est un exemple pour un système de mesure de couple. Donc, le couple, on peut le mesurer. Il est mesuré partout, le couple. Maintenant, on va donner un exemple dans le domaine de l'image. L'image, on mesure l'image, on prend des images partout. Donc, vous avez dans le domaine biomédical, vous avez des systèmes de radiologie de terrain. En Algérie, on n'en a pas encore ça. Donc, des ambulances, par exemple, aux États-Unis, surtout en Australie, dans les pays qui sont très développés en médecine. En cas d'accident, par exemple, vous avez la radio qui est embarquée. Elle est embarquée dans l'ambulance. Ça veut dire qu'on peut faire une radio sur le champ. C'est-à-dire, quand il y a un accident, il peut y avoir des lésions dans la colonne vertébrale. Donc, on fait une radio pour savoir comment transporter le patient. Parce qu'on fait beaucoup d'erreurs en Algérie.
En cas d'accident, il y a des lésions dans la colonne vertébrale, ils vont le soulever n'importe comment, et ben, on va aggraver le cas. Et ben, ça, c'est une radio numérique qui est utilisée par les médecins de terrain, les médecins d'urgentistes. Voilà, donc ça, c'est des caméras d'appareil photo numérique. Ça, c'est des caméras d'imagerie infrarouge, numérique aussi. Et ça, donc, pour les soldats en guerre, ils utilisent des caméras infrarouges pour voir la nuit. Donc, c'est des caméras infrarouges. Bon, la caméra, comment elle se présente? Je donne un exemple. Supposons que vous avez une caméra de 10 mm sur 10 mm, c'est-à-dire la partie sensible à la lumière, elle est composée donc de carreaux. Donc ça, c'est un carreau. Hein, c'est un carreau. Une image 5 x 5, 25 pixels. On dit 5 x 5. 1, 2, 3, 4, 5. Par 5, ça fait 25 carreaux. Chaque carreau contient un capteur optique. Donc la surface, elle est de 100 mm². Ça, c'est le pixel. Ça, c'est un pixel. On voit ici très bien. Ça, c'est un pixel. Un pixel, ça vient de quoi? Ça vient de l'onglet Picture Element, élément de l'image, l'élément élémentaire. Donc, ce pixel, vous avez un delta X min et un delta Y min. Dans un signal à une seule dimension, un signal, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de signal de couple, on ne parlait que un delta X. Ici, on va parler de delta X et delta Y. C'est le minimum mesurable, c'est le pixel. On l'a défini par le nombre de pixels. Et donc, la capacité des caméras à avoir beaucoup de pixels dépend de quoi? Elle dépend de paramètres technologiques, elle dépend de la microélectronique. Maintenant, on ne parle plus de microélectronique, on parle de nanoélectronique. Donc, comment peut-on réaliser des détecteurs ou des capteurs optiques pixels de très petites dimensions? Plus on sait comment réaliser des capteurs de très petites dimensions, plus on peut réaliser des capteurs d'images de très grande résolution. Ça ne vient pas comme ça. Hein. Donc, je continue ici. Donc, je peux calculer le delta X min, c'est 10 mm à la largeur du capteur, divisé par 5 pixels. Ça donne 2 mm. 2 mm. Donc, on a delta X min et delta Y min, 2 mm sur 2 mm. Ça, c'est une image mauvaise, bien sûr. Hein, c'est juste à titre d'exemple. Vous avez 25 pixels. Donc, imaginez que vous avez 16 millions de pixels. Donc, une surface très petite. Ah, et c'est des surfaces normalisées. Hein, dans les appareils photo, c'est des petites surfaces qui sont normalisées. Et donc, intégrer des millions de pixels, ça veut dire des millions de détecteurs optiques, c'est pas chose facile. C'est de la nanoélectronique. Maintenant, on va parler de l'étalonnage. L'étalonnage qui est défini par le VIM 239. Opération très importante en météorologie des capteurs et même dans le domaine des capteurs, bien sûr. Donc, l'étalonnage, il convient de ne pas confondre entre l'étalonnage et l'ajustage d'un système de mesure, souvent appelé improprement auto-étalonnage, ni avec la vérification de l'étalonnage. Donc, l'étalonnage, c'est un processus délicat qui se fait dans un laboratoire. Généralement, il doit se faire dans un laboratoire accrédité. Il ne se fait pas dans n'importe quel laboratoire parce que ça demande une très grande précision. Donc, l'étalonnage, c'est une opération primordiale pour un capteur ou un système de mesure, soit pour une utilisation future, soit pendant la conception.
Donc, l'étalonnage, c'est une opération qui, dans des conditions spécifiées, établit en une première étape une relation entre les valeurs et les incertitudes de mesure associées, qui sont fournies par des étalons. Les étalons, on a parlé déjà des étalons. Il y en a plusieurs étalons, ça dépend quel état j'en ai. Hein? Par des étalons et les indications correspondantes avec les incertitudes associées. Puis utiliser en seconde étape cette information pour établir une relation permettant d'obtenir un résultat de mesure à partir d'une indication. Ça veut dire quoi ce langage? Ça veut dire si on ne fait pas d'étalonnage, ça veut dire si on ne fait pas d'étalonnage, on ne peut pas mesurer avec exactitude. L'étalonnage, c'est une opération pertinente pendant la conception ou après la conception qui permet de mesurer avec précision. Si on ne connaît pas la courbe d'étalonnage, on va en parler maintenant de la courbe d'étalonnage et on va s'expliquer. On va parler de la courbe d'étalonnage. Parce qu'à partir de l'étalonnage, on définit la courbe d'étalonnage. La courbe d'étalonnage peut s'exprimer par un modèle mathématique qui peut être une relation linéaire ou non linéaire telle que y égale f de x. Donc, elle est définie par le VIM 431, Calibration Curve, expression de la relation entre une indication et la valeur mesurée correspondante. Donc, le système de mesure, la sortie du système de mesure ici, Y, ou la sortie du capteur. Et le mesurant de X. Donc, vous avez des indications. Donc, plusieurs points. Généralement, quand on fait le calibrage, vous avez du point à point. D'accord? En instrumentation, vous avez des étalons. C'est des valeurs, première, deuxième, troisième, quatrième, etc. À chaque valeur de X, qui est la grandeur physique, je dois mesurer la sortie et avoir la courbe d'étalonnage. Voilà, donc cette courbe d'étalonnage, elle est très très importante à déterminer. On va voir après qu'est-ce qu'elle peut donner comme information. Par exemple, la première information, l'erreur de linéarité. Donc, on parle souvent dans les instruments de mesure, les capteurs de l'erreur de linéarité. Ça veut dire quoi l'erreur de linéarité? L'erreur, le degré d'erreur entre la courbe d'étalonnage et une droite. Ça veut dire généralement, si on dit que le capteur il est linéaire parfait n'existe pas. C'est purement un concept mathématique. La linéarité, je répète à maintes reprises, c'est un concept mathématique, quelque chose de linéaire. Ce que vous avez étudié au lycée, au CEM, je ne sais pas, la fonction linéaire. La fonction linéaire, c'est un concept mathématique. En technologie, la linéarité n'existe pas. Pourquoi? Je prends par exemple un état de surface. Par exemple, n'importe quel matériau, on veut avoir un état de surface. Un carrelage, du granit, un matériau métallique. Cet état de surface, macroscopiquement, il est linéaire. On peut dire que c'est plat, c'est linéaire. C'est un plan. Microscopiquement, c'est impossible qu'il soit exactement linéaire. Il y a toujours de la rugosité, ce qu'on appelle en mécanique la rugosité. Cette rugosité existe quel que soit X. Maintenant, si la technologie elle a avancé, donc il y a un avancement de technologie, on maîtrise le nanomètre actuellement. Hein? C'est pour cela qu'il y a les nouvelles étalons internationaux. Parce qu'on est en train de maîtriser le nanomètre.
Les pays développés, ils travaillent dans le nanomètre. Il y a une science qui s'appelle les nanosciences, les nanomatériaux. C'est très, très important dans le domaine industriel. Actuellement, les nanomatériaux. Si on parle des nanomatériaux à quelqu'un qui, qui ne comprend pas peut-être ce genre de choses, il va parler sans ça à rien. Alors que les nanomatériaux, ils sont partout. Actuellement, il y a des nanomatériaux dans la cosmétique qui viennent de l'étranger. Donc, Donc, les nanomatériaux, c'est un futur dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le domaine de la mécanique, dans le domaine de la chimie, dans le domaine des polymères, dans le domaine des matériaux innovants. Le domaine des matériaux il est très, très important. Le développement d'une industrie automobile ne peut pas se faire sans le développement des matériaux. Vous savez très, très bien que des fois, on trouve des matériaux un peu bizarres dans certains automobiles, certaines voitures allemandes. Il y a des matériaux qui sont vraiment nouveaux. Ce genre de matériaux sont utilisés des matériaux à base de plastique, etc. Donc, on peut avoir du plastique dur en même temps qu'il y a des qualités comme le métal, etc. Et l'avantage du plastique, parce qu'il est, plus léger, et donc il est dopé, etc., par des nanomatériaux. Et ça, c'est un secret des nanomatériaux. Donc, on utilise cette technologie de nanomatériaux un peu partout dans la technologie. Pourquoi je parle de ça? Parce que plus vous rentrez dans la matière n'est pas linéaire. N'est pas linéaire. Vous trouvez un état de surface qui n'est jamais linéaire. Donc, c'est pour cela que un capteur, c'est pareil. Un capteur, un système de mesure, quand on fait l'étalonnage, même si on dit qu'il est linéaire, si vous voulez approfondir dans le domaine de la précision, il n'est pas linéaire à 100%. Ça veut dire que l'erreur de linéarité ne peut pas être égale à 0. C'est impossible. Ce capteur n'existe pas avec une erreur de linéarité égale à 0. On vous a appris souvent, peut-être en licence, que la sonde de platine, elle est linéaire, mais en réalité, elle n'est pas linéaire. Il y a toujours des petites non-linéarités. Voilà. Donc, la linéarité, comment on la calcule? On doit trouver une droite qui passe par le maximum des points. Essayez de calculer le maximum entre la droite et les points expérimentaux. Si je trouve ce maximum, le delta Y max, d'accord? Donc YD, c'est la droite qui passe par le maximum des points. On va voir comment calculer cette droite. Calculer delta Y max, que divise l'étendue de mesure en sortie. Tout à l'heure, on a parlé de l'étendue de mesure sur le mesurand. Et vous avez l'étendue de mesure en sortie, ce qui correspond en sortie. Donc, l'erreur de linéarité, c'est la division de delta Y max par Y max moins Y min. Exactement delta Y max sur E, MY, étendue de mesure sur Y. Voilà. Donc, on va voir comment calculer cette droite linéaire. On va parler de régression. Pour pouvoir calculer la droite qui passe par le maximum des points, on va parler de droite linéaire. Donc, on cherche à modéliser la caractéristique statique d'un capteur ou d'un instrument par une approximation linéaire à partir de n points expérimentaux, résultat d'un calibrage. Donc, vous avez le résultat d'un calibrage XI, YI. On veut déterminer les coefficients A0, A1 de l'équation de calibration. Ça veut dire qu'on veut estimer le Y par Y chapeau. C'est-à-dire on veut estimer les points expérimentaux en rouge par une droite. Faire une approximation. À condition que le capteur il a une caractéristique très proche de la droite. Maintenant, s'il a une caractéristique très loin de la droite, ça sera un petit problème. Comment peut-on réaliser l'instrument? Donc, on va voir le principe de la régression linéaire. Donc, vous avez la calibration. Une fois on fait la calibration,
a des points expérimentaux. Le problème est le suivant. On a des points expérimentaux. Donc, x1, y1, x2, etc. X2, Y2, X3, X4. Vous avez plusieurs points expérimentaux qui sont donnés par la calibration. Maintenant, comment déterminer la droite qui passe par ces points? Vous avez fait au lycée, vous prenez 2 points de la courbe, moyennement, vous tracez la droite. Vous faites ça. Ce qui est complètement faux. Ça veut dire, généralement, on vous a appris de prendre 2 points du nuage de points et tracer la courbe YD. Cette méthode, elle est fausse. Donc, on doit utiliser une autre méthode plus exacte. Elle n'est pas exacte. Je ne dis pas qu'elle est fausse à 100%, mais elle n'est pas exacte. Donc, vous avez donc 2 points, vous reliez donc YD, donc vous reliez, donc vous avez la droite YD. Quelle est la solution? La solution est la suivante. Je dois faire passer une droite par le maximum de points. Comment je fais? C'est ce qu'on appelle la droite estimée, Y chapeau. Donc, je prends les différentes distances entre les points et la droite. Cette distance, delta YI, entre le point expérimental XI, YI et le point sur la droite XI, YDI. D'accord? Je dois essayer de trouver un critère qui va minimiser ces distances par rapport à la droite. Donc, un critère qui minimise ces distances pour trouver la meilleure droite qui passe par les points. Et on va utiliser ce qu'on appelle le critère quadratique. Le critère quadratique, donc calculer la somme des delta YI. Delta YI, calculer cette somme au carré. Et chercher son minimum. Donc, c'est une fonction à optimiser. Chercher son minimum. Comment on cherche son minimum? Donc, on va écrire C au carré, cette fonction est égale à la somme de delta YI au carré. Et j'ai dit que c'est la différence entre le point expérimental et le point sur la droite au carré. Donc, ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés qu'on trouve sur le logiciel origine. Donc, c'est YI moins A0 A1 XI. Je développe donc ce qu'il y a entre les parenthèses et je trouve ces deux fonctions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux optimiser x au carré. Ce xi carré, je veux l'optimiser, devient le minimum possible. Donc, je vais dériver le xi carré par rapport à A0 parce que je veux trouver A0 et A1. Je vais dériver x au carré par rapport à A1. Je trouve un système d'équations. Un système d'équations où vous avez A0 et A1 comme inconnus. Donc, je développe encore ce système d'équations et je vais trouver ce système. Donc, A0 fois 1 moins A1 fois la somme des YI. La somme des YI est connue, est égale à la somme des YI entre 1 et 1. Pareil, ici, vous avez A0 et A1 comme paramètres à déterminer. Les sommes sont connues parce qu'on a les XI, YI, le nombre de points entre I est égal à 1 jusqu'à n. Ça veut dire que vous avez n points. Ici, c'est grand n, pardon. Donc, en résolvant ce système d'équations, je trouve A1 et A0. On trouve A1 et A0. Et donc, A1 et A0, c'est l'équation, il détermine l'équation de la droite de régression qui passe par le maximum de points. Donc, cette résolution mathématique, vous pouvez le faire avec origine. Si vous avez une courbe de calibration qui est très proche du linéaire, vous pouvez trouver la fonction qui passe par le maximum des points.
D'accord? Ce que vous allez faire en TP, hein, en TP thermistance, il y a une question dans ce sens. Et vous devez utiliser Origin pour cela. Donc, vous pouvez tester donc, le logiciel Origin donc, dans la régression linéaire avec les méthodes mathématiques classiques, hein. Vous pouvez faire un petit programme donc, en Python ou n'importe en basique et vous pouvez calculer A0 et A1 pour trouver la droite qui passe par maximum des points. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter ici. S'il y a des questions, je vais dans 5 minutes à peu près, je vais préparer la tablette pour faire le TD. Est-ce qu'il y a des questions? Vous- Monsieur, Oui, s'il vous plaît, vous avez mentionné dans le premier slide que dans le génie biomédical, on a une masse flottante. oui, je reviens. Attendez, je reviens ici. Oui, attendez, je vous montre le slide. C'est ça, vous le voyez. Vous voyez? Absolument. Très bien. Oui. Pourquoi en génie biomédical en particulier et qu'est-ce qu'elle représente? Voilà, en réalité, en instrumentation, on parle de 3 masses. Parce qu'en génie électrique, d'une manière générale, en génie électrique, en électronique, ce que vous avez fait comme électronique classique, en licence, vous avez le point commun de l'électronique, vous avez la masse. En instrumentation, on divise ces masses. Vous avez la masse analogique et la masse digitale. Bon, en présentiel, peut-être je peux pouvoir expliquer mieux cela. Ici, c'est difficile d'expliquer parce que c'est un peu complexe. Donc, l'essentiel, c'est que vous avez une masse analogique et une masse digitale en instrumentation. C'est pour la réduction de bruit. On va voir comment réduire le bruit dû à la masse digitale et à la masse analogique. Maintenant, concernant le biomédical, cette masse analogique se divise en 2 masses. Pourquoi? Par exemple, vous allez brancher un capteur, n'importe quel capteur, hein? Une électrode sur le thorax, une électrode sur le cuir chevelu. Des fois, il y a des cathéters, ce qu'on appelle cathéter, c'est le langage médical, hein. Cathéter, ça veut dire une sonde de pression qui mesure la pression artérielle pendant le monitorage, pendant une opération chirurgicale. On mesure la tension artérielle, des fois dans une opération chirurgicale. On met des capteurs qui sont carrément dans des veines pour mesurer, parce que c'est très difficile de mesurer une pression autrement. Donc, il y a des capteurs qui sont sur le corps humain. Et donc, ce corps humain, vous avez un capteur, c'est de l'électricité. Il faut qu'il y ait une isolation galvanique entre le capteur qui est sur le corps humain et quand il est branché sur l'instrument. Donc, pour faire cette isolation, on isole la masse. La masse. On met une masse propre au capteur qui est sur le corps humain, une masse propre qui est sur l'instrument. Et donc, vous avez 2 masses, on dit que masse flottante. Pourquoi flottante? Parce que le signal ne se conduit plus par des électrons, il va se conduire, par exemple, par de l'optique. Par exemple, on utilise des optocoupleurs. On vous a appris c'est quoi un optocoupleur. Un optocoupleur, par exemple, en électronique, il permet d'isoler une masse analogique en 2. Il va diviser la masse en 2. Voilà. Donc, c'est pour éviter, en quelque sorte, l'électrocution du patient, pour qu'il n'y ait pas de retour de masse vers le patient. Parce que cette histoire de retour de masse, c'est toute une science quelque part. Malheureusement, on ne trouve pas beaucoup de documentation en français. Il y a beaucoup de livres, je peux vous donner des livres, des titres de livres qui sont en anglais, qui parlent d'une manière très profonde sur cet aspect-là. J'espère avoir répondu à votre question. D'accord, merci monsieur. Et quand vous avez parlé de linéarité, vous avez dit qu'il n'existe pas de linéarité, vous avez mentionné le paramètre de rigorosité. Oui, j'ai donné un exemple. J'ai donné un exemple c'est-à-dire, par exemple, Rigorosité? supposons qu'on veut, ça veut dire la linéarité.
j'ai dit que la linéarité, c'est un concept mathématique. Qu'est-ce que ça veut dire un concept mathématique? La linéarité, elle est définie en mathématiques. Vous avez deux points qui sont extrapolés par une droite, et c'est ça, une droite linéaire. Une droite linéaire, par exemple, si vous prenez, par exemple, je veux mesurer, par exemple, la planité d'un objet plat. Par exemple, je ne sais pas, vous prenez un morceau de bois, par exemple, du bois ou carrelage, etc. Et supposons que j'ai un capteur de mesure de planéité. Comment on la mesure? Par exemple, vous avez un capteur, hein, un palpeur qu'on appelle dans le langage mécanique un palpeur. Hein. Un palpeur, il est très utilisé en mécanique chez les tourneurs. Je ne sais pas si vous connaissez les tourneurs qui fabriquent des pièces mécaniques. Eh bien, un palpeur, c'est carrément un capteur de position, un capteur de profondeur, pardon, un capteur de profondeur. Et donc, ce capteur de profondeur, supposons qu'on veut mesurer la profondeur sur un matériau plat. C'est-à-dire, pour dire que le carrelage ou la pièce mécanique, elle est parfaitement plane, il faut que le palpeur donne par 0, un delta H, 0 partout. Il ne faut pas qu'il y ait variation de palpeur. Mais en réalité, il y a toujours une petite variation. Il y a toujours une petite variation parce qu'il est très, très difficile de maîtriser la planéité d'un objet. C'est quelque chose de très difficile en mécanique. Hein? On en parlera, on aura l'occasion de parler de ça. Ça veut dire, en réalité, du point de vue macroscopique, quand vous voyez par exemple un mur, Mifal, vous voyez un mur d'une maison, n'importe, une poutre, du point de vue macroscopique, pour vous, c'est quelque chose de droite. D'accord? Mais si vous approfondissez, vous allez approfondir du point de vue microscopique, ce n'est pas une droite. C'est-à-dire, la droite mathématique et la droite en physique, ce n'est pas la même chose. Oui? D'accord, merci monsieur. D'accord, dans 5 minutes, vous allez encore vous connecter pour le TD. Voilà, je vous remercie.